Et oui, les deux gros moteurs de croissance de la zone euro qui sont à la peine, mais apparemment ce n'est pas une raison suffisante pour que la BCE ne cesse de relever ses taux d'intérêt. Bonjour Nicolas Gottsman. Bonjour David. Chef économiste de la financière de la Cité. C'est vraiment le cas aujourd'hui, tous les moteurs sont en train de s'éteindre, vraiment? Ce qui peut être intéressant, c'est de décomposer le PIB, de regarder un peu où on en est aujourd'hui. En fait, donc la principale partie, c'est la consommation des ménages, qui est elle-même quasiment directement sous contrôle de ce que fait la BCE. Cette consommation des ménages-là, elle est encore inférieure aujourd'hui à ce qu'elle était en 2019. On est 0,8% en dessous. Si je compare avec les États-Unis, on est à plus 8,5% aux États-Unis. Donc il y a un décalage qui est très important. Ça représente à peu près la moitié du PIB européen. Mais c'est pas uniquement européen. la faute de la BCE, ça, cet écart de... Alors non, évidemment, il y a le choc inflationniste. Parce que la Fed, elle aussi, elle a relevé ses taux. Bien sûr, mais la Fed a relevé ses taux, mais elle a eu aussi la même inflation. Donc on peut dire que le pouvoir d'achat a effectivement été rogné par l'inflation. Oui. Mais quand on regarde la réaction des deux banques centrales, quand on regarde le niveau de consommation, la Banque centrale américaine réagit assez fortement, mais avec un niveau de consommation très très élevé aujourd'hui, alors que la BCE réagit fortement également, mais avec un niveau de consommation qui est déjà revenu à son niveau de fin 2019. Donc la consommation, premier moteur, pour vous, elle est vraiment elle est déprimée? Elle est déprimée, les services se tiennent encore à peu près correctement, mais quand on regarde tout ce qui est bien, notamment quand on veut acheter une voiture ou ce genre de choses, évidemment, il y a un impact qui est direct du fait de la hausse des taux d'intérêt. Donc là, on a un ralentissement et un tassement, on va dire plutôt une stagnation de la consommation des ménages. Donc, en gros, 50% du PIB européen est déjà bloqué. Ensuite, on a l'investissement. Quand on regarde l'investissement privé, en fait, on se rend compte que le niveau de crédit qui est octroyé aujourd'hui aux entreprises non financières en Europe, c'est-à-dire vraiment les entreprises, on est déjà en baisse de 2,4% si j'annualise les chiffres depuis 6 mois. Donc là, on est en baisse. Donc là, on ne peut pas attendre non plus de relais de croissance de ce côté-là, du côté de l'investissement privé. Et ces deux composantes-là, qui représentent à peu près 70% du PIB européen, c'est ce qu'on appelle la demande intérieure privée et ce qui est directement sous contrôle de la BCE. Ensuite, on a la demande intérieure publique, c'est-à-dire l'investissement et la consommation publique. Or, en fait, on a eu un soutien qui était très massif l'année dernière, notamment sur les aides qui avaient été octroyées à la population pour soutenir l'énergie. Ces aides sont en train d'être rebasculées enfin, on revient au niveau intérieur, donc on a une baisse de ce côté-là. Du côté investissement, par contre, c'est plutôt la stagnation, mais on pourrait attendre dans les prochains mois et prochaines années, éventuellement comme support de la croissance, tous les fonds européens qui vont être octroyés. Donc là, on a en gros 95% du PIB européen. On sait qu'on est plus ou moins à l'arrêt. Enfin, en tout cas, on n'a pas de croissance attente de ce côté-là. Mais elle le sait, pardon, la BCE, elle a, comme vous et moi, ces chiffres-là. Hein. Oui, ensuite il y a quand même des choses qui masquent un petit peu la situation. Quand je regarde notamment ce qui se passe sur la balance commerciale, là on pourrait se dire, la balance commerciale européenne, en fait, elle a atteint son plus haut niveau au premier trimestre 2023, son plus haut niveau historique. Après encore une fois, 300 milliards de déficit de la balance commerciale en 2022, pour des questions, j'imagine, liées à l'énergie. Hein. Liées à l'énergie, mais aujourd'hui, en termes réels, on est à 135 milliards. Tout va bien, alors. Alors, on pourrait dire que tout va bien, sauf que quand on regarde en fait, dans le détail des chiffres, on a une grosse anomalie. Ah oui, sur l'Irlande. Sur l'Irlande depuis 2015. Faut expliquer ça, tiens, ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Irlande un aspirateur à profit multinational qui sont transférés donc, de l'étranger vers l'Irlande et après sont rapatriés aux États-Unis. Ouais, je ricane, mais en fait, pas du tout. C'est parce qu'en fait, le taux d'impôt sur les sociétés est à 12,5% chez eux. Voilà, ils attirent donc toutes les multinationales américaines qui sont situées là-bas et qui rapatrient leurs profits là-bas. Le problème, c'est que depuis la fin 2014, depuis le premier trimestre 2015, en fait, l'Irlande comptabilise ses transferts financiers dans son PIB et en fait, on les voit apparaître notamment au travers de sa balance commerciale. Et en fait, quand on regarde la balance commerciale de l'ensemble de la zone euro, c'est 135 milliards. Si je regarde uniquement l'Irlande, c'est déjà plus de 50 milliards. C'est-à-dire qu'en gros, 40% de l'intégralité de la balance commerciale européenne ne vient que d'un pays qui représente lui 4% du PIB européen. Ouais. Si je regarde la croissance du PIB irlandais, c'est plus 27% depuis fin 2019. Ce sont des chiffres tout à fait aberrants et en fait, c'est de la croissance artificielle. Encore une fois, ce n'est que du transfert de profit. Et en fait, la problématique, c'est que quand je regarde par exemple le PIB de la zone euro, depuis fin 2019, c'est plus 2,2%. Si j'enlève l'Irlande, encore une fois, 4% du total, c'est rien du tout. Dans la zone euro, on n'est plus que 1,4%. L'Irlande est le premier contributeur à la croissance européenne depuis 2015, plus fort que l'Allemagne, ce qui est absolument absurde. Et donc ces chiffres-là donnent un sens de confort, notamment sur la balance commerciale ou sur le chiffre du PIB. Qui est trompeur. Évidemment, les gens de la BCE le savent, mais ce qui révèle encore davantage la faiblesse et la fragilité de l'économie européenne. Et malgré cela, la BCE souhaite encore relever ses taux pour encore affaiblir la demande intérieure européenne, qui est déjà très faible. Sauf que on dit que la zone euro est en récession depuis le début de l'année, à 2 trimestres consécutifs, mais quand on retire l'Allemagne, hors Allemagne, la zone euro n'est pas en récession. Alors oui, par contre, si je fais la même mécanique, c'est-à-dire qu'on a 0,1 de baisse au dernier trimestre 2021 et 0,1 de baisse au premier en 2023. Ouais. Si je regarde uniquement la demande intérieure,
Là, on est à moins 0,6 et moins 0,6. Donc on a vraiment on a perdu même. C'est plus que ça. C'est moins 1,2 au dernier trimestre et moins 0,8 au premier trimestre. Oui, mais si hors Allemagne, si on retire l'Allemagne. Non, mais là, c'est avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, si je regarde uniquement la demande intérieure, c'est-à-dire ce qui dépend véritablement de la BCE. C'est-à-dire que l'amélioration qu'on a aujourd'hui, le fait que le PIB tienne en zone euro, c'est uniquement parce que les importations, notamment énergétiques, sont en train de baisser fortement. Si vos importations baissent fortement, vous avez mécaniquement un effet de balance commerciale qui s'améliore. Mais c'est uniquement sur la faiblesse interne qu'en fait que cette. Donc en creux, Nicolas, ce que vous nous dites, c'est que les moteurs s'éteignent les uns après les autres. C'est pas le cas du tout aux États-Unis. Non, pas du tout. Et pourtant, la BCE, jeudi, va relever encore de 25 points de base ses taux d'intérêt. Vous voulez nous dire quoi? Qu'il y a une erreur de politique monétaire et en même temps, qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse? Je veux dire, là, il y a quand même encore 6% d'inflation en zone euro. Donc, le problème, c'est qu'on a 6% d'inflation, mais elle réagit aujourd'hui en voulant freiner la demande, comme si la demande était à l'origine de cette hausse de l'inflation. Or, ce n'est pas le cas. Quand on regarde le niveau de la demande intérieure européenne, on se rend compte effectivement que cette demande-là ne peut pas être à l'origine d'une telle poussée d'inflation. Quand je regarde d'autres pays, on voit une inflation qui part notamment, si je prends le cas extrême de la Suisse, le PIB, la consommation, tout est plus fort en Suisse qu'il ne l'a été en zone euro, sauf que l'inflation est beaucoup plus faible. Elle est proche de 2% aujourd'hui. Et alors, comment l'expliquer? De l'énergie uniquement, et donc la cause de ils consomment de l'énergie, les Suisses aussi, non? Ils consomment de l'énergie, sauf qu'ils ont bloqué les prix de l'électricité notamment, et qu'ils ont des centrales sur place, donc on a une vulnérabilité, nous, énergétique, au sein de la zone euro, qui nous a exposé à ces très fortes hausses de prix, donc elles ne sont pas causées par une demande supplémentaire, donc elle n'est pas causée par la BCE, mais la BCE souhaite y répondre. Mais elle le sait tout ça aussi, elle le voit la zone euro. Il y a un débat, ce qui est intéressant, c'est de voir le discours du staff de la BCE, donc les économistes internes à la BCE, qui publient de nombreux papiers, notamment sur l'état de la situation économique européenne, et qui montrent une situation plus fragile que ce que semblent dire les gouverneurs. Les gouverneurs aiment bien répéter, mois après mois, qu'une des causes principales de la hausse de l'inflation en Europe, c'est également la demande. Or, ce narratif-là est en train de s'effondrer justement par la faiblesse de la demande interne de la zone euro, ce qui rend cette hypothèse non crédible, on va dire, de s'imaginer que, comme aux États-Unis, l'inflation qu'on aurait aujourd'hui serait principalement causée par la demande. Donc c'est une erreur de relever encore une fois de 25 points de base, à mon sens, sachant qu'il y en a sûrement une autre de 25 qui nous attend. Oui, et peut-être même une troisième en septembre, et on verra quel est le rapport de force interne à la BCE. C'est évidemment intéressant de voir ça. Ensuite, il y a des gens au sein de la BCE qui ont ce même discours également, notamment je pense à Fabio Panetta qui est au sein du board de la BCE, qui a un discours qui est proche de celui que je viens d'énoncer et qui est en opposition avec d'autres membres qui sont plus faucons. Et en fait, c'est cette opposition politique, d'idées, on va dire, sur le fond des choses et le rapport de force qu'il peut y avoir au sein du Conseil des gouverneurs qui déterminera le futur de la politique monétaire européenne. Mais aujourd'hui, en tout cas depuis un an, clairement, les faucons ont la main et ils sont allés, à mon avis, déjà trop loin. Donc ce qu'elle a dû faire la BCE, c'est wait and see, attendre, accepter encore une fois une inflation trop élevée, mais qui serait amenée à rebaisser parce que les prix de l'énergie ont bien baissé. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Notamment, je regardais ce matin, on a eu la publication des prix gros en Allemagne qui sont passés, qui étaient à plus de 23% il y a encore quelques mois. On est à moins 2% aujourd'hui. Si on regarde les prix à la production en Europe, même chose, on est revenu proche de zéro. C'est-à-dire qu'on a eu un pic d'inflation très fort qui était causé par l'énergie. Aujourd'hui, tous ces chiffres sont en train de se tasser et de revenir proche de zéro. Évidemment, c'est une bonne nouvelle, évidemment. Ce qui est évidemment une bonne nouvelle, mais dans ces conditions-là, évidemment, on n'a pas forcément besoin d'avoir une politique qui soit aussi restrictive qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà, le propos est très clair. Merci beaucoup, Nicolas Gottsman, chef économiste de la Financière de la Cité. Merci. Merci.